BF1 au cœur du FESPACO, c'est Écran FESPACO. Bonjour chers téléspectateurs de BF1. Merci pour votre fidélité, merci de nous choisir et bienvenue dans ce plateau spécial consacré au cinéma africain. Et aujourd'hui, je me suis passée à la présentation. J'ai l'immense plaisir de partager cette présentation avec Tom Ouedraogo. Bonjour Tom. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu? Ça va très bien. Eh bien écoute, moi aussi, et je suis très content de vous retrouver, chers téléspectateurs. On en avait parlé, on nous l'avait promis d'ailleurs, que ce FESPACO évidemment aurait lieu. Il a bien lieu, il a commencé et de très belle manière. Nous sommes contents d'être avec vous, car avec les écrans FESPACO de BF1, c'est encore de belles rencontres, de grands débats, et on va pouvoir parler de cinéma et de tous les corps de métier, naturellement, qui gravitent autour du 7e art de la télévision, de la série, du documentaire. Et sans plus tarder, d'ailleurs, aujourd'hui, nous allons recevoir ici quelqu'un que les Burkinabés, les Ouagalais connaissent bien. La personne de MC-Z. Il a une carrière vraiment particulière. Il a commencé dans la musique, et puis il a été touché un jour par... on parle beaucoup de virus de nos jours, mais lui, c'est le bon virus qui l'a touché, le virus du cinéma. Il est devenu donc réalisateur, producteur pour Z Productions. On lui doit notamment Adieu Belle-Mère, Roaco, encore Folie d'amour, des séries aussi comme La Spirale de l'amour. On discutera tout à l'heure avec MC Z et d'autres invités qui sont à notre droite, Stéphanie, je te laisse. Exactement. Donc, à notre droite, nous avons deux autres grands noms du cinéma. Souvent, c'est des hommes de l'ombre, mais quand même qui font un travail énorme. On a également Monsieur Alain Modo, donc, qui est le PDG de DIFA, qui est la société de distribution des fictions africaines, donc séries, films et autres. Donc, il est diplômé en économie des médias, délégué général de l'association professionnelle des producteurs de l'Europe et de la France. Donc, c'est un fervent défenseur quand même de la production du cinéma africain à travers le reste du monde. Et il travaille notamment dans la distribution. Il est spécialiste de recherche de fonds de financement européens dans le cinéma et l'audiovisuel. Et on pourra égrener encore et encore, tel un chapelet, la liste de ses occupations et de ses activités, et surtout de ses actions en la faveur de la promotion du cinéma africain. Bonjour. Merci beaucoup, je suis très impressionné. Je ne savais pas que je faisais tout ça, mais j'ai l'âge. Voilà. Donc voilà, je serais ravi de participer et de modestement contribuer à votre réflexion. Et ça me fait très plaisir et je suis très honoré. Très plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et à ses côtés, oui, à ses côtés, à côté donc de Monsieur Difa, nous avons Monsieur Jean-Noël Bas. Alors, lui, c'est un producteur, c'est le DG de Scénarii, maison de production ivoirienne important, puisqu'on leur doit notamment de très nombreuses séries. Une collection, notamment Les Capitales africaines, donc collection de séries, et surtout, j'ose le dire, FESPACO 2021, cette année, Juste quelqu'un de bien. Une coproduction RTI en compétition au FESPACO. Dans la catégorie série télé. Dans la catégorie exactement série télé. Et aujourd'hui, avec nos invités, on va parler du marché et surtout de la rentabilité du cinéma africain. Vu que les professionnels sont réunis à Ouagadougou pour le FESPACO et surtout qu'au sein du FESPACO se trouve le MICA, le marché international du cinéma africain, il va de soi que l'on essaie de comprendre comment fonctionne ce marché. Parce que qui dit marché, dit vendeur et acheteur. Qui vend quoi? Qui achète? Comment on investit? Comment on rentabilise? En somme, c'est quoi le modèle économique du cinéma africain? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il faut revoir les méthodes? Est-ce que ça bouge? Autant de questions, on va essayer d'en avoir des réponses. On va essayer d'avoir des réponses ensemble. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir sur le plateau des gens qui vont pouvoir, avec nous aider à mieux combattre, mieux comprendre le marché africain. MC-Z, je commence avec toi, si tu veux bien. Tu fais vraiment partie de cette nouvelle génération de cinéastes qui ont justement, si je peux le dire, créé une forme de marché un peu particulier. Donc, est-ce que peux-tu nous expliquer comment tu abordes, toi, tes productions, tes réalisations, et comment tu les rentabilises en général? Merci de me passer la parole. En fait,
c'est beaucoup de questions en même temps. Je vais essayer de répondre à ma manière. Bon, déjà, j'ai commencé mon premier long métrage, Adieu Belle-Mère, que j'ai tourné en 2014, pendant les sélections. Et étant jeune producteur réalisateur, c'est très difficile, sans financement. On a toujours commencé sans financement. On essaie de se comprendre avec les techniciens, puisque moi-même je suis technicien. Et on signe des contrats juste après les projections. Quand on vend les films, on rémunère les gens. Il y a certains qui sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord. Et c'est comme ça, moi j'ai commencé de toute façon. Et je continue dans cette lancée quand je n'ai pas de financement. Et pour rentabiliser, nous n'avons que 2 salles d'abord, au Burkina ici, qui marchaient bien, le Nerroya et aussi le Burkina. Et c'est par là-bas que moi j'ai commencé à projeter mes films. Et j'ai eu la chance avec mon tout premier film, Adieu Belle-Mère, qui a fait le plus grand nombre d'entrées au cinéma au Burkina, plus de 20 000 entrées. J'ai eu la chance d'avoir le trophée Succès Cinéma de 20 millions. Tout à fait. Qui m'a en même temps permis de souffler un peu et de relancer la machine quelque part. D'accord. Je suis allé avec mon deuxième film à Folie d'amour, qui a eu le même prix encore l'année qui est suivie. D'accord. C'est avec ce petit fonds que moi je travaille et puis j'ai fait des emprunts de gauche à droite et une petite confidence, j'ai même vendu une de mes parcelles pour compléter, pour faire mon premier film. D'accord. Et donc, côté investissement, c'est un vrai problème en Afrique, au Burkina Faso. C'est dommage, nous sommes un pays de cinéma, mais il n'y a pas de fonds de cinéma. Et ça n'existait pas, on crie haut et fort, on nous écoute, ça va aller, on espère que ça ira. Et alors, est-ce que c'est rentable? Oui. Oui, c'est rentable, puisque je vis de ça. Moi, j'ai envie de poser une question quand même à M. Jean-Noël par rapport justement à comment on finance un film ou une série, vu que là, on est dans quelque chose d'un peu plus long, avec plusieurs épisodes, souvent, et vous qui faites dans des collections, il l'a dit, c'est pas évident au départ, souvent on s'endette, on vend ce qu'on possède, on hypothèque pour investir. Mais est-ce que c'est comme ça que ça doit se passer? Comment on produit un film? Alors, donc, ça dépend déjà du genre. D'accord. Alors, si nous sommes dans la spécificité de la série, oui. C'est un contenu en général qui est fait pour une chaîne de télévision. D'accord. Et donc, naturellement, cela doit partir par toute la mécanique en termes de financement qui se met en place lorsqu'il s'agit de télévision. Okay. Donc, ça va aller par une coproduction, par un préachat. Voilà. Donc, il y a une mécanique qui est en place. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de chaînes sur le continent, dans l'univers francophone parlant, qui effectivement jouent le jeu. Et donc, du coup, jouer le jeu, c'est-à-dire accompagner la production, puisqu'une télé, elle est faite pour passer du contenu. Oui. Alors, parce que si on a du noir à l'écran, donc il faut du contenu, il faut du programme. Oui. Et donc, les sociétés de production ont donc cette responsabilité de proposer donc aux chaînes de télévision ce contenu-là qui est tant recherché. Oui. Malheureusement, toutes les chaînes n'ont pas ce qu'il faut pour faire tourner donc le circuit. Okay. Voilà. Et donc, du coup, il y a un souci. Expliquez-nous un petit peu mieux, parce que les chaînes diffusent du programme. Tout à fait. Mais ne font pas suffisamment partie, en fait, du rouage de production. Donc, mais déjà que les chaînes ne font pas partie du rouage de production, elles ne font pas également partie du rouage de la rentabilité. Et c'est là où il y a le gros souci, en fait. Puisqu'une chaîne devait donc aider à rentabiliser un contenu et permettre donc aux producteurs d'avoir, de pouvoir rentabiliser et de passer à une deuxième production, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que se met en place le cercle. Malheureusement, il arrive des fois, et c'est souvent légion, où tu as un contenu en main, et après avoir fait 2 ou 3 chaînes de télévision, finalement, tu as le contenu en main et tu es obligé, et Alain pourra le dire, d'aller sur des montants qui souvent sont dérisoires. Et quand on ne te demande pas de te transformer en commercial pour chercher un sponsor pour accompagner ton contenu et autres. On ne peut pas espérer sur nos chaînes pour rentabiliser nos productions. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ça devait être ça. Ça aurait dû être ça. Ça aurait dû être ça. Alors, Alain n'est pas tout à fait d'accord. Non, je suis d'accord avec ça, mais enfin, je veux pas finir. Moi, je dis que un programme de télévision, c'est fait pour. Il y a
pour synthétiser, il y a soit la chaîne préfinance, c'est-à-dire qu'elle met en partie une partie du budget parce qu'elle veut le programme en exclusivité pour elle, et donc elle paye, comme ta série par exemple, Les Capitales, donc Canal A+ veut cette série, elle paye, plus elle préachète, et elle discute avec le producteur pour un certain nombre d'exclusivités, voilà. Mais ça ne veut pas dire que le préachat couvre le budget de l'opération. D'accord. Ou alors, une partie du budget. Une partie du budget, voilà. Ou alors le producteur, la chaîne paye tout et garde tous les droits. Ça peut arriver avec Netflix, ça peut arriver avec quelques chaînes, elle paye 100%, le producteur, il est producteur exécutif, et les droits appartiennent à la chaîne. Okay. Moi, j'ai vu des cas comme ça où je me suis retiré comme distributeur parce que la chaîne gardait tout. Et que moi, en tant que distributeur, j'avais plus de droits à exploiter. Donc, soit la chaîne préfinance, soit elle préfinance pas, et après, le producteur a produit d'une façon ou d'une autre, et il vend. La chaîne achète des droits de diffusion pour les passages sur son antenne. Et ça, là, je retombe sur ce que je disais, on peut vendre de $60 l'épisode pour des très petites chaînes. Ouais. Moi, ici, j'ai commencé à négocier avec des nouvelles chaînes de la TNT ici au Burkina Faso, où on proposait 50 € ou 60 € l'épisode. Voilà. Et il y a des chaînes qui vont vous payer jusqu'à 1000, 1500... 40 000 francs l'épisode, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est ça, voilà, c'est ça. Parce que c'est les chaînes qui commencent, qui disent on n'a pas de budget, qu'on veut se lancer, on veut des programmes, voilà. Je me suis d'ailleurs payé un début de polémique avec des gens du FESPACO qui disaient tu brades les programmes. Mais c'est eux qui connaissent pas le marché. Moi, je représente les producteurs, donc j'essaie de faire le maximum pour eux. Je brade pas les programmes, ce sont les acheteurs qui ne payent pas. Il faut connaître ça. Voilà. Justement, dans la chaîne du marché du cinéma, de la télévision, de la série, c'est quoi le rôle du distributeur? Le rôle du distributeur, c'est d'être un intermédiaire entre le producteur ou créateur et les chaînes de télévision. Aujourd'hui, moi, par exemple, avec mon équipe, on a une liste de 250 acheteurs de télévision. D'accord. Nous, on vend... Ce qui veut dire 250 chaînes? 250 chaînes de télévision. 250 chaînes africaines. Ouais. Moi, je ne m'occupe que de cinéma et de télévision africain. J'ai pas de programme. Et quand j'ai des programmes qui sont faits par des blancs, je dirais pour faire simple. Les occidentaux, disons. Non, mais c'est avec des réalisateurs. Par exemple, aujourd'hui, il y a Omar Plantin là, qui va être là. Et ben, c'est produit par une boîte française, mais c'est un réalisateur sénégalais qui le fait. J'ai dit. Voilà. Donc, mais ça, je prends ça. Où j'ai pris, par exemple, Bakolo International, qui est un très beau film de RDC sur le plus vieux groupe de rumba congolaise avec des vieux papis qui jouent de la guitare voilà. Okay. C'était produit par des Belges, mais c'est réalisé par des Belges, mais c'est un objet vraiment congolais, donc africain, donc je prends ça, vous voyez. Mais sinon, c'est que des réalisateurs et des producteurs de tous les pays d'Afrique. Voilà. Même si, toi, tu n'as jamais eu l'occasion, l'envie de passer par DIFA ou un de grandes autres structures de distribution, ou bien tu le fais largement? Avant l'émission, je me permets de faire une petite parenthèse parce qu'il discutait très très fort en coulisses. J'ai senti qu'il y a des choses qui se mettaient en place. Alors, dis-nous. Oui, j'ai déjà eu affaire à M. Difa. il y a déjà deux FESPACO et le FESPACO passé. Et j'ai même remis une collection, une clé avec quelques épisodes de certains trucs, de certaines séries que j'ai à ma possession. En fait, justement, quand on discutait tout à l'heure, on parlait justement des séries, puisque j'ai 3 séries de 52 minutes, et puis une de 26 épisodes de 26 minutes, dont la Bobolaise, la Spirale de l'amour, voilà. Donc, bien sûr, oui, ça m'intéresse de travailler avec les distributeurs. Moi-même, en fait, ma structure de production, on est en même temps distribution, on fait la distribution, mais au local. Et on a une chaîne, on a une plateforme VOD, Yenega Movie. Depuis 6 mois, on fait passer pas mal de films africains, burkinabés, de la sous-région sur cette plateforme. Elle est toute nouvelle. Hein. Et en tout cas, dans le futur, avec la présence du grand frère et puis du grand producteur qui est là, je pense que pourquoi pas parler des productions de réalisation et puis voir M. Difa pour les distributions. Ce serait bien parce que la famille cinématographique, c'est une chaîne. Tu ne peux pas tout faire. Oui. Lui, il a 52 chaînes. 252 acheteurs de... Acheteurs déjà. C'est facile pour moi de réaliser, produire mes trucs. Je confie, je pense qu'il passe à autre chose.
et ce serait plus facile pour nous. Mais ce que j'ai envie de poser comme question, c'est pour la série, on va dire que c'est plus ou moins clair que c'est destiné à la télévision. Mais pour les films de cinéma, long métrage, fiction, qui sont les acheteurs? Eh ben, alors, pareil, aujourd'hui, le cinéma est en train de changer. Okay. Dans la chaîne de valeur du cinéma, on ne parle pas d'un modèle, mais des modèles. Parce que oui. Dans la chaîne de valeur du cinéma, il y a d'abord la salle. Oui. Il y aurait la Pay TV, c'est-à-dire en fait les télévisions payantes, que ce soit Orange ou Canal par exemple, ou Netflix, pour des droits spécifiques qui sont les droits VOD, SVOD ou première fenêtre sur la télévision payante. Ensuite, il y a la télévision gratuite, Free TV, la télévision publique ici, voilà. Et puis après, il y a d'autres formes de petites chaînes qui portent des chaînes de second marché, c'est-à-dire qui rediffusent les programmes qui ont été déjà diffusés bien avant sur d'autres grands réseaux. Donc ça, c'est, je dirais, la chaîne de valeur du cinéma. Alors après, le producteur, il a soit la chance de produire, parce qu'il est soutenu par une chaîne qui rentre. Alors, il n'y a pas 50 millions de chaînes qui font ça en Europe et en Afrique ici. Ça peut être TV5, ça peut être Canal+, même non pas Plus, fait pas de cinéma. Canal+, international, c'est ça, voilà. Voilà. Je parle de film, on parle de film. Et si on a un peu de chance, on peut aller chercher Netflix, mais pour avoir Netflix, il ne faut même pas être blanc, il faut être africain, il faut être du Nigeria, du Kenya ou de l'Afrique du Sud. Sinon, on n'a pas Netflix. En tout cas, dans les Netflix originaux. Pour l'instant, c'est ça, tout à fait. Voilà. Oui. Donc, soit vous avez par exemple, les films d'Apolline Traoré, avec qui je travaille, avec son producteur aussi, Denis Cugnot, qui lui est français, on a pu faire préfinancer une partie des films d'Apolline, et puis le reste, c'est ou des partenaires, ou moi et des partenaires, on vend les films d'Apolline sur le marché. On a vendu Frontières, moi j'ai vendu des dizaines de fois Zafira, son premier chef-d'œuvre, noir et blanc, mais courageux, voilà. Et on vend encore plusieurs fois ces films comme Frontières, ou D'Errance, c'est plus difficile, mais Frontières, on le vend bien, et voilà. Donc ça, c'est le modèle du cinéma. Soit vous le faites et vous produisez, soit vous trouvez un partenaire qui vous aide à le faire, soit vous le produisez vous-même, et puis après vous vous lancez sur le bain. Puis mais qui va acheter? Parce que quand vous avez fait votre film qui va coûter, alors je vais parler en dollars ou en euros, parce que je ne fais pas tout de suite la conversion entre ça. Mais mettons aujourd'hui un film qui coûte 150 000 euros. Ok. Pour qu'il ait un prix assez bas. J'aurais mon téléphone, multiplié par 100 millions de CFA. Ça. Soit vous avez une chaîne qui vous met la moitié, 30, 40, 50 000 et qui prend les droits pendant 2-3 ans. Soit il faut trouver le reste. Soit vous le mettez de votre poche. Soit vous mettez toute votre poche. Et soit après, vous vendez votre parcelle. Voilà, c'est ça. Et non, mais c'est ça le problème. Et après, il faut, quand vous savez qu'une chaîne achète un film entre 3 000 et 5 000 euros, ou entre 2 500 et 8 000 euros selon le territoire qu'elle prend, vous savez qu'il faut le vendre X fois pour récupérer votre investissement. Entre 4 et 5 millions la revente à la chaîne, donc effectivement, pour rentabiliser le budget initial, il faut en vendre pas mal de fois. Monsieur Ba, tout à fait. C'est cette réalité-là. Je vais compléter, en fait, puisqu'on parle de cinéma, tout à fait. Il y a effectivement le support qu'il a désigné, mais également il y a salle. Il y a également la salle aussi, avec les entrées, qui sont également une autre source de rentabilité d'un programme en termes de cinéma. Alors justement, à ce niveau-là, on a déploré le grand nombre, malheureusement, de fermetures de salles en Afrique. Heureusement, il y a une politique maintenant qui permet d'en réouvrir un certain nombre. Au Burkina, au Sénégal notamment, à Abidjan et Côte d'Ivoire, un peu partout. On a heureusement des salles qui commencent à s'ouvrir, et donc d'accueillir du spectateur, et donc de permettre quand même de commencer à rentabiliser ces films en salle. Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui? On arrive à pouvoir commencer? Je pense que les producteurs n'ont pas eu de choix que de se réinventer, de réinventer le cinéma, de réinventer la salle, en fait, la salle classique. On a vu des cas en Côte d'Ivoire où des producteurs et réalisateurs, après avoir fait donc un film, en l'absence de salle, ont dû prendre des chapiteaux, faire de la location de chaises, prendre des écrans. Dans l'événementiel. Et voilà, les gens payaient les tickets, avaient accès à l'espace et puis regardaient le film. Donc je pense qu'on n'a pas le choix que d'imaginer des solutions alternatives qui nous permettent de continuer d'exister. Mais alors tout ça
tout ce dont on vient de parler, est-ce qu'à la fin, ou même malheureusement au début, est-ce que ça ne va pas entamer sur la qualité, à un moment donné, de nos productions, ces différentes difficultés? MC, tu es encore une fois de cette nouvelle génération. Ton cinéma qui est en même temps apprécié du public, mais en même temps décrié par aussi un certain nombre de gens, où on va pouvoir dire éventuellement que c'est des films qui sont faits assez rapidement, avec peu de moyens. Le 7e art ne s'y retrouve pas forcément toujours. Qu'est-ce que toi tu peux dire par rapport à ces, éventuellement à ces critiques-là, et quelle en est la réalité? Merci. J'ai eu ce débat avec beaucoup de cinéastes africains déjà. Je dis pour moi, il y a des films à petit budget et il y a des films pour des festivals. Moi, si je vais aller au FESPACO, si je n'ai pas un budget avec une équipe, avec des assistants à tous les postes, je ne fais pas un film pour un festival. Et alors, pour répondre à ta question... Mais donc le public n'est pas le même? On ne consomme pas la même chose? Bon, en fait, les films à gros budget, comme je le disais tout de suite là, il y a des thèmes techniques, il y a des formats, il y a des règles à suivre. Ça ne badine pas. On ne peut pas faire... il faut que tout ce soit dans la professionnelle. Dans des normes professionnelles, une exigence artistique et technique, oui. Technique, carrément. Oui, oui. Mais les films à petit budget, on pardonne certaines choses. Parce que on n'a pas déjà... Moi, par exemple, sur les plateaux, on n'est que 5, des fois 3. Je réalise, mais je suis en même temps technicien. Voyez-vous? Mais au final, est-ce que le spectateur ne va pas être un peu victime de ce type de production qui lui sont proposées? Non, c'est pas parce qu'on est 3 ou 4 qu'on ne fait pas de la qualité. Non. Moi, j'ai eu une discussion avec un frère ici. Je lui ai dit, regarde mes films, et s'il y a des problèmes, tu me diras. Parce que c'est facile de critiquer sans voir. Or, beaucoup je connais tout ici, ils critiquent avant de voir. Et quand ils le voient, ils appellent, ah, vous étiez toi pour faire ce film? Oh, super. D'accord. C'est pour dire que c'est... On prendra un micro. Voilà. Oui. Prends le micro, on va renforcer ton micro. Voilà, pour t'entendre mieux. C'est pour dire que c'est pas parce que c'est un film à petit budget que c'est un film mal fait. Non, je refuse ça. Moi, j'ai fait le film Madi Ligidi, j'ai tourné avec des normes normaux, avec peu de moyens. Et quand tu vois la qualité, beaucoup de professionnels ont beaucoup apprécié. Mais moi, je veux savoir, c'est quoi la durée de vie et la possible rentabilité d'un film à petit budget? Bon, en faisant peut-être le tour des salles de ciné, parce que moi, je compte beaucoup sur les salles de ciné. D'accord. Voilà. Généralement, avec les films à petit budget, je prends personnellement mon cas, j'arrive à tourner autour de 8 millions. D'accord. Et donc, c'est vraiment peu pour même ce qu'on investit dedans. Okay. Et après, on se retourne justement... Ça, c'est le budget initial. Avec 8 millions, tu fais un film? Non. J'ai mal compris. Je parle des rentabilités. Tu vas récupérer 8 millions. Mon premier film, je l'estimais à 37 millions. D'accord. Mais avec toutes les ventes, j'étais autour de 28 millions. D'accord. Ça veut dire que je n'ai pas rentabilisé. Déficit. Voilà. Mais jusqu'à aujourd'hui, je l'ai rentabilisé avec la vente sur certaines chaînes de télévision et quelques compagnies d'avions, de transport, justement. Je ne vais pas citer les noms. Mais quand je totalise tout ça, oui, je rentabilise. Mais sur une durée de combien de temps? Le film est sorti le 15 juillet 2016 au Ciné Burkina. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes à près de 42 millions. D'accord. Donc, finalement, on a mais avec le temps qu'il faut. Possible. D'accord. Alors, moi, j'ai envie... Si tu veux compter sur ça pour pouvoir payer tout le monde, ce sera compliqué. Parce que les gens veulent travailler de suite et gagner de suite. Quand le grand frère parlait tout à l'heure, effectivement, ce qui serait bien, c'est d'avoir de l'accompagnement. S'il y a des chaînes de télévision, par exemple, j'ai ma série ou j'ai un film que je prépare, et sur la chaîne BFN dit, ah, MC, on a besoin de ton film, mais nous, on peut mettre ça. On te garantit ça. Ça nous avantagerait plus. Voilà. D'accord. Parlons de quand même les acheteurs de contenu.
On a parlé tantôt des télévisions, il y a les salles. Aujourd'hui, on a les plateformes de diffusion, donc la vidéo à la demande, on a la télévision payante. Il a tantôt cité le cas des compagnies de transport qui en prennent, les compagnies aériennes comme les cars. En ce moment, est-ce que tous les acheteurs de contenu peuvent ou doivent passer par un distributeur ou ils peuvent juste... je sais pas. On n'est pas obligé de passer avec un distributeur, on peut passer en direct. Il y a des producteurs qui vendent en direct, il y a des producteurs mais aujourd'hui, il y a des acheteurs, par exemple, moi je parle avec plusieurs plateformes, ils n'achètent pas un programme, ils en achètent 30 heures, 40 heures, 50 heures. Mon dernier deal que j'ai fait avec un groupe chinois très connu, ils m'ont acheté 150 heures. Okay. Voilà. Et ça, les producteurs, sauf exception, ils n'ont pas ça. Donc ça, c'est l'avantage, évidemment, de faire appel aux professionnels de la distribution. Oui, et en plus, si on a le marché local, comme il fait très bien avec sa salle et tout ça, moi, je pense que la rentabilité d'un film ou d'une série, d'abord, elle commence sur le marché national. D'accord. C'est pas... Personne n'a jamais eu gagné, sauf peut-être les Américains, oui, mais c'est les Américains. Personne n'a commencé à dire la rentabilité, elle est sur le marché international. Elle est d'abord sur le marché national. Et si vous ne faites pas 50, 60, 70% de votre amortissement sur votre marché national, il n'y a pas beaucoup de chances que vous amortissez totalement uniquement sur le marché national, mais il faudra le marché international. Mais jamais il faut compter sur le marché international pour tout amortir d'entrée, parce que c'est pas possible. Moi, je vois encore des producteurs qui viennent, j'ai des producteurs je ne veux pas citer les pays, qui sont venus me voir, ils avaient dépensé 120 millions de francs pour faire leur série, ils viennent de me demander 120 millions parce qu'ils pensent que je suis un distributeur très riche, et je dis, mais moi je suis distributeur, je suis pas banquier. Parce que ça aussi, c'est un des problèmes de la rentabilité du secteur. C'est qu'aujourd'hui, aucune banque africaine, moi je vois comment elles jouent le jeu avec leurs clients, comment les banques africaines ont un comportement scandaleux à l'égard du secteur. Elles font de la trésorerie avec l'argent qui rentre. Moi, quand je paye les producteurs, il y en a qui attendent 15 jours, 3 semaines avant qu'on leur dise que l'argent est arrivé sur leur compte, bien qu'ils aient le code SWIFT pour dire mais j'ai été payé tel jour par la banque. Ça, c'est un scandale. Si les banques jouaient le jeu, des contrats avec Canal+, avec Netflix, quand il y en a, avec RTI ou avec l'OIF, ça devrait pouvoir être escompté chez la banque qui doit pouvoir vous avancer l'argent, et parce qu'il y a derrière un contrat. Ça ne marche pas. Donc un système, une écologie, je dirais, du secteur, il faut compter avec les banques aussi. Il faut compter avec la régulation du secteur. Donc moi, je pense qu'on ne pourra pas parler uniquement de rentabilité du cinéma et de la télévision si on n'a pas une vision politique, juridique et financière. Et financière, c'est aussi avec les banques. Monsieur Ba, sans juste quelqu'un de bien, coproduction RTI, FESPACO, en compétition. Parlez-nous un petit peu de ce projet, justement. Comment il est né, comment on arrive à mettre en place une coproduction, pour le coup, avec une chaîne. On en parle depuis tout à l'heure. La RTI s'est engagée à coproduire avec vous. Comment ça s'est passé? Alors, sur la question de juste quelqu'un de bien, ce projet, j'ai juste joué le rôle, je suis juste prod exé. D'accord. Voilà, c'est un projet de la RTI. Ils ont cherché donc une société de production, une maison de production qui était à même de leur faire la production. On a été sollicité et on l'a fait pour le compte de la RTI. Donc, pour le public, on rappelle, la production exécutive, c'est donc la personne à qui on confie le capital et qui va gérer l'ensemble des dépenses sur le plateau. Tout à fait. Et ça n'est pas la personne qui a ni trouvé l'argent, ni investi dans les films. Elle est responsable, en fait, du budget. C'est bien ça. Donc, c'était votre rôle. Tout à fait. C'était notre rôle. Et donc, on avait donc la responsabilité de gérer toute la mécanique. Donc, la trésor, la mise en place de l'équipe, la validation du scénario, puisque ça avait été écrit par les équipes de la RTI. Donc, nous avons reçu donc, le scénario chez nous. On l'a lu, on a fait des annotations. Il est reparti donc à la RTI pour... Donc, vous avez eu un droit de regard, malgré tout. Tout à fait. Il est reparti donc à la RTI pour intégrer nos observations. Il est revenu. Je pense qu'on a eu deux ou trois retours comme ça sur le scénario. Et quand on a estimé il convenait... Abouti. Voilà, il était abouti en ce moment-là. Nous avons mis les équipes en place. Et nous avons commencé à tourner. Et voilà. Donc voilà comment ça a fonctionné. Moi, j'ai pas envie de faire une comparaison, mais j'ai l'impression en ce moment quand même que pour ce qui est de la télévision, il y a un certain réveil. Parce qu'il y a pas mal de séries qui sont en production au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Parce qu'également, les télés sont en croissance. Oui. Voilà.
je pense qu'il y a quelques années en arrière, on avait que les chaînes nationales. De plus en plus, avec l'arrivée de la TNT, le marché a une vraie éclosion du secteur. Et donc, du coup, la demande également, il y a une croissance en termes de demande. Je pense que ça va de pair. Malheureusement, comme je le disais à l'entrée, tout le monde n'a pas encore de trésor et donc ça coince. Alain le disait aussi qu'il faut espérer que d'ici 4-5 ans, que tout rentre dans l'ordre et que les télés, du coup, aient fait également leurs écoles pour permettre d'intégrer. Je pense qu'en fait, ce qui a joué donc, à notre défaveur, c'est le fait que les télés, par le passé, n'ont pas eu toujours cette habitude d'achat. Parce qu'en son temps, on avait CFI, chez qui les télés, donc annuellement, avaient une rencontre, allaient prendre du contenu, du gros volume, gratuitement, puisque CFI achetait chez le producteur et donc rétrocédait ça aux chaînes partenaires dans leur réseau, qui, eux, avaient donc la seule responsabilité de diffuser. Donc cette mauvaise habitude-là est restée dans l'esprit des décideurs, et donc du coup, on n'a toujours pas qu'on appelle mise à jour. On n'a pas fait une mise à jour de la réalité, tout en sachant que CFI n'est plus là et que ceux qui ont les contenus investis de l'argent et attendent un retour sur investissement. Et en face, on a une chaîne qui ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle doit acheter, parce qu'elle n'en a pas eu l'habitude. Est-ce que c'est pas un des fonds du problème? Parce que ça, si j'ose dire, c'est un peu une exception quand même territoriale. Est-ce que ça existe sur d'autres continents, ce principe-là? J'en suis pas sûr. Le fait qu'effectivement, pendant longtemps, les chaînes aient profité de produits gratuits et le fait d'avoir pris cette mauvaise habitude, donc de ne pas participer directement aux productions, alors qu'il est évident que dans beaucoup d'autres endroits du monde, les chaînes savent très bien qu'elles vendent du contenu. Donc il faut participer, évidemment, à acquérir du contenu, que ce contenu ne peut pas être offert gratuitement. C'est comme si un restaurateur attendait que le fournisseur de riz lui offre le riz cadeau pour le revendre aux gens. Ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Pourquoi on a cette exception? Pour m'être battu contre ces filles et contre cette perversion du marché, j'en sais quelque chose. Et quand ils ont arrêté de subventionner les programmes comme ça, j'ai trouvé que c'était bien. Mais il y a toujours un décalage. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de production qui est faite pour toutes les chaînes qui sont en place. Moi, je le vois. Moi, j'ai de la chance d'avoir un catalogue avec des belles vieilles séries. Et aujourd'hui, les chaînes sont obligées de faire des cases nostalgie parce qu'elles n'ont plus assez de programmes pour mettre dans la journée ou le soir. Alors, le soir, elles arrivent encore à faire leur prime time. Mais dans la journée, alors elles viennent vers moi avec mes cases nostalgie. Je revends les vieux programmes parce qu'elles n'ont pas assez de programmes. Et le jour où d'autres acteurs vont arriver, parce qu'aujourd'hui, je suis d'accord avec Jean-Noël, il y a TV5 et A+, pour les séries. Et en dehors de ça, vous ramez parce que c'est où les producteurs produisent eux-mêmes, où on a la chance d'avoir la RTI. Mais la RTI, elle a un budget limité, elle est vraiment ivoirienne. Alors il y a de l'argent dans les coproductions maintenant avec ACP, Cap ACP, tout ça, il y a de l'argent européen. Mais il faut faire vite parce que là, les budgets ont été consommés. Il y a une nouvelle ça va revenir. Non mais voilà, donc il y a de l'argent. La coproduction est aussi une façon de travailler, de produire de nouveaux produits. Moi, je pense qu'il n'y a pas assez de programmes qui sont faits, même dans l'état actuel des chaînes. Mais le jour où des chaînes comme des grandes chaînes publiques ou même des plateformes comme Orange vont se réveiller, alors là, il y aura encore moins de programmes. Alors, ce sera bénéfique pour les producteurs. Il y aura moins de programmes. Il n'y aura pas assez de programmes, plutôt. Vous récupérez ce qui aurait dû aller à la télé. Voilà. Et alors, il y a un autre point que je voulais venir, c'est sur les salles de cinéma. Moi, dans ce FESPACO, sur mon stand, j'ai vu en 2 jours 4 partenaires, enfin futurs partenaires, qui sont venus me voir pour le catalogue de DIFA, pour les films de DIFA. Ouais. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui un démarrage, je pense, de l'exploitation en salle pour les films africains. Parce que soyons clairs, Canal Olympia, tout ce que l'admiration du blockbuster américain et occidental, et français, c'est ça, voilà. Mais maintenant, ils s'aperçoivent qu'il faut d'Africains. Ils viennent nous voir, mais il n'y en a pas que. Là, j'ai signé un accord avec l'Institut français au Cameroun pour la programmation des films africains dans leur salle. J'espère faire le même en Côte d'Ivoire. Ici, ça commence à me bouger. Au Sénégal, il y a 2 gros intervenants qui sont venus voir pour les films africains. Donc là, il y a un redémarrage et peut-être qu'on va rentrer dans la chaîne de valeur du cinéma. On va peut-être rentrer la salle qui avait disparu depuis des années. Et donc là, je pense que c'est bien pour le cinéma. C'est salutaire.
C'est salutaire, Parce absolument. Avant tout, un film doit exister en salle avant toute chose. Peut-être qu'on va ramener... moi, j'ai un potentiel client au Sénégal, mais peut-être que je vais réussir à trouver pour les films qui va me prendre 1 000 euros, 2 000 euros par semaine. Mais c'est sur des petits films, c'est déjà important. Et moi, je pense qu'il y a des films d'auteur, il y a des films de festival, et il y a des films grand public, et il faut y aller. Et moi, le petit budget, pour moi, ce n'est pas un problème. Je pense que chaque film a son public. Et à ce propos, MC, justement, MCZ, rentabilité de film, quelle est, si j'ose dire, ta recette? Tu as eu beaucoup de succès, tu nous as parlé de succès cinéma. Comment est-ce que l'on fait, comment est-ce que l'on écrit un film à petit budget, mais qui arrive à captiver son public? Quelle a été ta formule à toi? Moi, je me base sur les faits de société, surtout sur ça, parce que les gens sont plus concernés aujourd'hui dans nos sociétés africaines. Donc, je prends les réalités et je m'assois avec mon stylo, je griffonne pendant des jours et des jours, et j'essaie d'entrer dans la vie active pour prendre des idées. Et je me fais aider. J'ai la chance d'avoir une association en France à Clermont-Ferrand qui m'aide aussi pour la réécriture, de mes scénarios, pour que ça soit parfait. Et c'est par là que je passe pour avoir ce succès, moi. Et les grands débats moraux, alors? Les grands débats moraux de tes films, puisqu'on dit toujours qu'un film véhicule toujours une idée de l'auteur. L'auteur a toujours une vision sur le monde, ou bien tout simplement une vision sur un fait de société. Tu aimes défendre quoi, en général, dans tes films? Moi, j'ai 15 films qui sont sortis. Le 15e, il y a 6 mois. Je fais beaucoup de sortes de styles de films. Hein. Par exemple, le film Présidentiel 2025, c'était un film d'auteur très engagé et que j'avais d'ailleurs déposé pour la compétition. Malheureusement, elle n'a pas été sélectionnée. Mais je vous jure, quand vous regardez le film du début à la fin, c'est la réalité africaine, les politiques africaines qui exploitent leur peuple jusqu'à fond. Et on a osé. Ça n'a rien à voir avec le film Folie d'amour à Dieu belle, mais c'est autre chose. Et le film Madi Ligri, ça n'a pas d'insuffisance rénale. C'est une réalité et c'est un film d'auteur. Voilà. Donc, mes productions sont variées pour ne pas qu'on me catalogue sur que les films d'amour, des trucs comme ça, non. Alors, quelles sont les thématiques les plus rentables? Si je veux répondre franchement à ta question, c'est les films de Monsieur Tout-le-monde, ce que les femmes vivent. Ce que les femmes vivent. Les familles. Les familles vivent. Pardon, excuse-moi. Les histoires d'amour. Ce qui concerne les gens. Voilà. Si on regarde le cinéma nigérian, par exemple, c'est typiquement d'avoir des films à petit budget, très petit budget, où les comédiens sont très mal payés et souvent pas payés du tout. Mais par contre, c'est effectivement c'est de la police, un peu de sexe, un peu de politique, un peu de tout, et voilà, ça marche. Et moi, un de mes meilleures ventes de cinéma, c'est un film nigérian qui était un film à petit budget. Et je l'ai vendu 20 fois, ce film-là. Il est très content, voilà. Donc du grand divertissement. Oui, c'est du grand. Voilà, c'est quand même l'industrie du divertissement, et donc c'est ça qui prime avant tout. Voilà, ça, il faut savoir. Les films d'auteur. Hein. Voilà, il a 1000 fois raison. Moi, quand on vient me voir en me disant c'est quoi ce qui marche, je dis c'est quelque chose qui est bien écrit, quelque chose qui est bien dirigé, parce qu'on ne parle pas de la direction d'acteur. Moi, il y a des films, c'est une catastrophe quand je vois. On s'improvise pas réalisateur. On devient réalisateur, on apprend, c'est un métier, on l'apprend. Voilà. On dirige des acteurs. On ne dit pas fais ce que tu veux, Coco, je fais comme tu le sens. Non. Moi, je ne suis pas réalisateur, je ne suis pas auteur, je ne suis pas dialoguiste. Mais quand je vois aussi les dialogues, des fois on se dit mais est-ce qu'ils ont déjà été sur une scène et essayer de dire cette phrase-là? C'est ça. Moi, j'admire les Africains qui parlent mieux français que les Français souvent. Et je ne plaisante pas, je dis ça, le français est mieux maîtrisé en Afrique qu'en France parfois. Sauf que quand on parle, quand on a un dialogue, quand on l'a dans la bouche, on parle pas comme ça un français en poulet, on parle un français familier, évidemment, entre l'écrit et l'oral, évidemment. Voilà. Quand vous écrivez une comédie, moi je cherche des comédies désespérément parce qu'il n'y en a pas.
Alors peut-être que l'Afrique n'est pas faite. Je pense que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd là tout de suite. Oui, peut-être que l'Afrique, vu les problèmes, n'est pas faite pour les comédies et qu'on rit pas de tout. Mais pourtant, il y a des gens, moi, il suffit d'aller au cinéma ici au Burkina pour savoir que les gens, ils ont envie de rire, ils ont envie de rigoler. Il n'y a pas de comédie. Alors quand des jeunes viennent me voir et me disent, j'ai une comédie, tu me la pitches. Et à la fin du pitch, je dis putain, mais t'es sûr que c'est une comédie, ça? T'es sûr que c'est pas un drame? Non, mais c'est vrai. Pas une tragédie. Il faut peut-être revoir les catégories du film pour comprendre. Des situations, des personnages, des dialogues, c'est tout ça, quoi. Oui. C'est tout un univers. Voilà, c'est ça. Et il faut former les gens. Pour moi, on n'arrivera pas aussi sans la formation. On peut pas se dire, je suis commerçant, j'ai gagné en vendant des pagnes, je vais faire un film comme ça. Parce que ça, c'est sûr que c'est raté tout le temps. Et c'est pas une question de petit budget ou de gros budget, c'est une question de savoir faire un film ou pas. Absolument. Pour moi, c'est ça. Je voulais aborder sur un sujet la formation. Ouais. Il y a le pour et le contre un peu. Parce qu'aujourd'hui, à Ouaga, au Burkina Faso, moi je prends l'exemple ici, il y a beaucoup de formations. Mais quand je regarde les formateurs, ce sont des gens qui n'ont même pas de niveau qui vont former. Et ça, il faut que comment on appelle, l'ISIS ou la direction du cinéma tape. Parce que je ne veux pas qu'on forme des médiocres pour devenir des professionnels médiocres. Ouais. Alors là, je pense qu'il faut faire un peu attention et mettre un peu d'eau dans ton... Je le dis, c'est ce que je pense. Je pense qu'on ne peut pas généraliser, évidemment, parce qu'à l'ISIS, il y a de grands formateurs. Évidemment, j'ai dit justement, l'ISIS et la DGCA, il faut qu'ils tapent la table pour que... pour s'assurer que ceux qui donnent la formation sont des gens qui sont peut-être habilités à transmettre ces formations dont je dis, c'est en dehors de l'ISIS. Partout en Afrique. Il y a des formateurs qui s'improvisent, formateurs. Ils sont à bobo, ils sont là. Donc, tout comme on ne peut pas s'improviser réalisateur, on ne peut pas non plus s'improviser formateur de réalisateur ou d'acteur, de cadreur. Donc, sinon, je suis pour la formation. Parce que moi-même, jusqu'à présent, je continue à me faire former. Donc, j'aimerais quand même avoir des gens qui ont des niveaux. Mais rassure-nous, à l'ISIS, il y a quand même de grands formateurs. Tu n'as pas compris ma question. Il ne parle pas de l'ISIS. L'ISIS et la DGCA doivent taper sur la table pour que ces formations... imposer... son inquiétude, je comprends, c'est qu'il y ait un regard sur les formations qui sont données pour s'assurer que les formateurs ont le niveau pour former afin que ceux qui bénéficient de cette formation puissent avoir quelque chose de qualité. Et en vrai, il faut distinguer la formation initiale de la formation professionnelle. Moi, par exemple, je distribue des films d'étudiants. Oui. Dans les 3, il y en a même un qui va passer du Bénin. Parce qu'au Bénin, il y a une école qui s'appelle l'ISMA, qui pour moi est la meilleure école de cinéma et d'audiovisuel de l'Afrique. C'est sérieux de ça. Quand les jeunes sortent de là, ils ont des vrais métiers. Et moi, je prends leurs films, j'ai 2-3 films comme ça. Qui se vendent. Des petits films qui se vendent, qu'on peut montrer, que j'arrive à mettre dans des packages, comme on dit, voilà. Et puis, il y a la formation professionnelle, c'est-à-dire des gens qui sont dans le métier depuis 5 ans, 10 ans, qui ont besoin de comprendre le numérique, les machins, tout comme ça. Mais moi, je vois des tas de formations je vois ça sur Facebook et tout ça. Mais tu as raison, c'est pipeau. Des gens qui n'ont aucune expérience de formation sur les coproductions internationales. Quand vous regardez les intervenants, des fois, vous dites stop. C'est pas possible. Eh bien là, moi, j'ai envie de dire, on interpelle non seulement ceux qui sont de la formation, pour qu'ils aient un droit de regard sur ceux qui donnent les formations, mais également tous ceux qui ont envie d'apprendre, de faire attention à où est-ce qu'on va se faire former. Parce que c'est important, quand on voit une annonce pour une formation, de prendre le temps de vérifier les références du formateur ou de l'établissement qui offre cette formation pour s'assurer qu'on ne jette pas son argent dehors et qu'à la fin, on ne se retrouve pas à faire des productions qui ne passent pas. Alors, moi, j'ai envie de savoir, aujourd'hui, on le sait, monsieur Alain a dit, le marché, il est encore tout jeune. On a bon espoir pour le marché du cinéma africain. Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de démarrer pour décoller vraiment ou c'est un marché qui aura du mal vu qu'il y a de plus en plus de compétition quand même avec le reste du cinéma et de la télévision? Alors, moi, je crois, si je ne croyais pas à ça, je ne sais pas ce que je ferais ici. Moi, je crois vraiment au développement de l'industrie cinématographique audiovisuelle africaine. Et je trouve, j'admire aussi des gens que je vois et que je rencontre dans tous les pays ici, qui prennent des risques, souvent de leur poche, comme tu disais. Ce que l'Europe ne fait plus. En Europe, vous n'avez plus un producteur français normal.
je dis bien normal, sain d'esprit, qui fait toute sa poche, parce que tout est fait pour qu'il puisse trouver de l'argent, coproduire et tout ça. La coproduction, c'est naturel en Europe, parce que tous les programmes sont faits pour qu'il y ait des coproductions et des réseaux entre différents pays. Et puis il y a l'apport des régions, il y a tout un tas de systèmes qui permet de trouver moi, je ne suis pas pour importer ce mécanisme-là, qui a fait ses preuves, mais qui n'est pas nécessairement exportable. Voilà. Par contre, ici en Afrique, il y a d'abord un vrai appétit de l'image et un plaisir de l'image. Il y a des choses qui se développent de plus en plus. Alors on parle de Netflix, on parle des plateformes. Le problème, c'est qu'ici, il n'y a pas assez de bandes passantes, il n'y a pas assez de... Enfin, ici, en Afrique de l'Ouest, même en Côte d'Ivoire, quand vous sortez d'Abidjan et du plateau, vous ramez pour télécharger un film sur votre téléphone. Donc, tant qu'il n'y a pas ça, on n'aura pas Netflix, on n'aura pas Amazon, mais ça va venir. Donc ça, c'est une vraie solution. C'est sûr que c'est une solution aussi. Ça sera pas... Ils vont jamais financer 100% ils vont prendre quelques films, mais ça rentre dans la chaîne de valeur. Voilà, c'est ça. Mais ça, est-ce que ça ne va pas à l'encontre des salles? Non, mais Netflix, pour moi, c'est un complément. C'est complémentaire. Il nous reste 3 minutes d'émission, donc... Moi, j'ai sorti un très beau film il y a 2 ans, un très beau film de cinéma qui s'appelle Tales of Africa. On l'a sorti en même temps sur YouTube et dans les salles à l'Olympia. Ce qu'on ne peut pas faire en Europe, sinon vous vous faites flinguer par tout le monde. Vous n'avez pas le droit. Mais ici, on peut faire des choses comme ça. Et moi, je l'ai sorti, j'avais mon actionnaire ancien qui s'appelle Lagardère. On a fait sur YouTube 1 300 000. Jamais vu ça pour un film d'animation africain. Et on a fait 10 000 entrées sur toute l'Afrique dans le canal Olympia. Voilà. Donc on a mixé les deux. Voilà. Mais il faut que... Alors ça, c'est un peu le rôle du distributeur. Il faut savoir comment on monte les projets, comment on aide les producteurs à faire le meilleur plan de financement possible, de telle façon qu'il garde le maximum de droits pour lui et qu'on ait le maximum d'argent pour le projet. D'accord. Voilà. Dernière question, dernier tour de table. Selon chacun d'entre vous, que faut-il pour un véritable marché du cinéma africain? C'est créer des possibilités comme le MICA, qu'il y ait des rencontres, il y ait du brassage. Parce que plus il y a du brassage, je pense que on va mieux véhiculer nos produits et c'est comme ça on pourra les vendre. Si régulièrement il y a des marchés comme ça en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, parce que là au FESPACO c'est chaque 2 ans il faut se retrouver pour que tout le monde soit là. Si elle est perpétuée dans plusieurs régions. Donc la visibilité. La visibilité, on aura la chance de vendre, d'agrandir, de grossir l'assiette. Et de faire vivre notre art. Il y a beaucoup d'argent en Afrique, les banques sont très riches, il y a des organismes panafricains qui ont beaucoup d'argent. Il faudrait plus de transparence et plus d'investissement. Ça, c'est l'aspect financier, plus de régulation, c'est-à-dire que, par exemple, des accords de coproduction entre les pays, qu'on sache ce que c'est qu'un producteur indépendant, que des diffuseurs ou des plateformes aient les mêmes types d'obligations, de telle façon que les œuvres puissent circuler très facilement avec des nouveaux clients. Et troisièmement, que comment dirais-je, il y ait de la formation et qu'il y ait des professionnels pour faire ça, parce que sinon, voilà, et notamment les nouveaux formats, parce que tant qu'il n'y aura pas pour les marchés, pour le produit africain, les débouchés en Europe aussi ou dans le reste du monde, avec des formats qui sont par exemple des 6 fois ou 10 fois 52 minutes, tant qu'on ne pourra pas vendre ces formats africains sur le marché international, on aura toujours un peu de mal aussi, parce que l'argent est là aussi. Donc il faut arriver à être au standard, pas rester sur le 26 fois 26 minutes, mais se mettre aussi dans les nouveaux formats. D'accord, ok. C'est Jean, pour finir. Alors pour moi, il faut 2 choses. D'accord. Il faut une vraie implication politique. Il faut que nos dirigeants fassent le choix ou comprennent résolument que c'est un secteur qui absorbe le chômage. D'accord. C'est important, réel, oui. Parce que quand on est sur un plateau de tournage, on a au bas mot une centaine de personnes qui travaillent. Et ça, c'est un emploi direct. Mais derrière, il y a tout ce qu'il y a comme emploi indirect. Exactement. Quand on vient sur un plateau de tournage, il faut prendre un véhicule, il faut se nourrir, il faut se loger, il faut s'habiller, tout ça. Donc, de mon point de vue, il faut que nos décideurs comprennent que c'est un secteur pourvoyeur d'emploi également, et qu'il y a des décisions à prendre à ce niveau pour régenter le secteur.
Pour moi, c'est obligatoire. C'est important pour qu'on aille mieux. Et la deuxième chose, c'est à notre niveau, du point de vue des professionnels, il faut qu'on choisisse de prendre au sérieux le travail qu'on fait, de croire que c'est un métier et de s'y rendre résolument. C'est important. C'est quelque chose d'important pour moi. Et l'Afrique aujourd'hui a une large possibilité différente du reste du monde. Vous allez vous en rendre compte. Regardez aujourd'hui les productions de l'extérieur, les productions américaines. Ils ont épuisé, ils sont allés sur la Lune, ils sont redescendus, ils ont fait le tout. Et aujourd'hui, ils sont en train de partir dans des films de légende. Oui, c'est ça. Et bientôt, ils viendront prendre notre Ablapoku, ils viendront prendre le Moronamba, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on a intérêt à le faire. Voilà là où ils sont en train de partir. Et je pense qu'il y a quelque chose qui nous revient, parce qu'on garde aujourd'hui encore l'authenticité de nos histoires, c'est nous qui les avons. L'Afrique a encore ses histoires. Le berceau de l'humanité, ne l'oublions pas. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Et bien, on arrive à la fin de cette émission. Et oui, Stéphanie, encore une fois, on a pu débattre ensemble, échanger des idées importantes et ô combien intéressantes avec nos invités. Exactement, donc nous étions, où nous sommes toujours, d'ailleurs, puisqu'on n'est pas encore parti, avec M. Alain Demonde, PDG de DIFA, donc, qui s'assure de la diffusion des fictions africaines. Distribution, pardon, avec les diffuseurs. Voilà, distributeurs. On avait donc M. Jean-Noël Ba, qui est réalisateur, producteur donc, de la structure Scénarii. Et M6Z2Z Productions. Donc, on ne présente plus au Burkina. Un réalisateur très prolifique ces dernières années. Donc, il était question du marché et de la rentabilité des films et séries africaines. On espère avoir contribué à vous donner des éléments de réponse. Merci à chacun d'entre vous. On vous souhaite un bon festival parce que ce n'est pas encore fini. Ça commence à peine. Exactement. Ça commence à peine. Donc, beaucoup de collaborations, beaucoup de signatures de contrats. Faites vivre le marché du cinéma et de la télévision africaine, on compte sur vous. Nous, on est consommateurs, on espère que vous allez produire, qu'il distribuera et qu'il les signatures avec BF1. Par exemple, Par exemple, si j'avais un stylo, je signerais, mais je n'ai pas le titre adéquat. Eh bien, Tom, on se dit à ce soir. Eh bien, ce soir, le rendez-vous est pris à 16h, avec toujours en direct sur ce plateau, écran FESPACO. Donc, ça dure évidemment toute la semaine, pendant tout le festival, avec ces deux rendez-vous quotidiens, ici même. Donc, ce soir, on se retrouve ici, Stéphanie, à 16h, avec de nouveaux invités. On vous garde la surprise. En attendant, permettez-moi de dire merci à la maison de haute couture Corodeka pour ma tenue. Formidable, c'est Corodeka qui t'a offert ça. Absolument. Qui a été d'ailleurs récompensé hier aux soirées que tu as présentées. Celebrities Night. Exactement. Et bien moi, je vais remercier Black. D'accord. Qui également, tu as vu cette tenue qui est plutôt agréable également. Exactement. Donc voilà. Merci beaucoup à nos créateurs de mode également qui accompagnent le cinéma africain. À ce soir, bonne suite de programme sur BF1. Prenez grand soin de vous. Et je le dis encore, allez-y au cinéma, profitez du FESPACO. Faites le plein. Dans toutes les salles, il y a des programmations. Ça serait dommage de rater ça. À ce soir. À tout à l'heure. Bye bye.